Alter Radio, li fait. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash. Sous ça qu'a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille. Je respecte Donald Trump. Des différends, nous en avons eu et nous en avons encore. Mais aucun de ces différends ne justifie un conflit militaire de grande ampleur. Ce qu'ils disent du Venezuela, ce n'est pas vrai. Et le Venezuela a toujours été disposé à discuter, mais nous exigeons du respect pour notre pays, pour notre peuple. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices à bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. États-Unis a annoncé augmenter présence militaire dans Caraïbes. Ça a déjà commencé pour combattre cartel drogue d'après Saoudi. Vendredi 5 septembre, il fait qu'on ait envoyé 10 avions combat F-35 dans l'île Porto Rico, un territoire américain en Caraïbes. Ça vient ajouter sous plusieurs bateaux la guerre américain qui était déjà dans zone nan, particulièrement tout près côte Venezuela. Et Donald Trump accusé président vénézuélien Nicolas Maduro comme tête yon réseau trafic drogue. Et dans jour ça tout Trump t'est rapporté yon frappe militaire sur un bateau qui est à transporter drogue côté 11 moun les narco-terroristes t'a perdu la vie yo. Li di yo c'est membre cartel vénézuélien Tren de Aragua. États-Unis mettait sous liste organisation terroriste. Et yon l'autre sujet, point chaud, dans actualité mondiale, c'est la Chine qui a accueilli gros sommet OCS là, commencement septembre là, Poutine, Xi Jinping et Modi mettaient ensemble pour dénoncer domination occidentale pendant tension sous la guerre Ukraine rete ten face. C'est une impasse dans laquelle il s'engage. Eh bien oui, dans Caraïbes, la tension a monté une autre fois encore entre États-Unis avec Venezuela. Président américain Donald Trump a lancé un avertissement si avion militaire vénézuélien t'a menacé force américaine y a descendu. C'est ça je dis, menace ça vini après Pentagone n'a dénoncé une provocation, il dit côté avion vénézuélien t'est volé
sous tête yon bateau la guerre américain dans de l'eau internationale yo. Nicolas Maduro qui c'est président Venezuela lui-même, il était qu'on a parlé de lutte armée en face États-Unis. Eh bien, qu'on y a le décédé baissé ton un peu, il dit aucune différence, aucune divergence avec États-Unis, pas ta doué mener dans la guerre, mais li mandé respect avec dialogue. États-Unis continuer à accuser gouvernement Maduro comme une structure trafic drogue pendant yo mette 50 millions de dollars sous tête président vénézuélien, yon l'argent qui piro passé ça, yo été décidé by pour toute information qui t'a permettre yo mette main sous chef terroriste Ben Laden. Moun kap analyser question, observer yon changement dans doctrine américaine au lieu opération policière, eh bien, yo choisi faire action militaire comme moyen pour montrer force yo et puis mettre pression sous gouvernement Maduro. Yon premier analyse avec spécialiste Pascal Drouot, président association LATFAN. Les États-Unis ont déclaré la guerre au narcotrafic en Amérique latine. C'est une priorité qui a été fixée en fait depuis le début du mandat de Donald Trump, mais en ciblant particulièrement le Venezuela. Marco Rubio, le secrétaire d'État, lors de son audition devant le Sénat en janvier dernier, avait déjà affirmé que le Venezuela était au cœur d'une toile d'araignée qui profitait au narcotrafic dans la région. Ça veut dire quoi la région ? Ça veut dire que le Venezuela, en effet, accueille, mais ça depuis des années, ce n'est pas nouveau, des groupes rebelles, notamment colombiens, liés au narcotrafic, que la région des Caraïbes, et comment ne pas penser à Haïti où la capitale, les ports sont aux mains de gangs. La région des Caraïbes est aujourd'hui une base arrière et une base de transit pour le narcotrafic, autant vers les États-Unis que vers l'Europe. Et c'est vrai que le Venezuela, c'est véritablement l'épine dans le pied des États-Unis dans la région. Le Venezuela, depuis 1999, c'est un pays 900 000 km², 30 millions d'habitants, qui a les plus grosses réserves de pétrole au monde, en fait, mais un pétrole difficilement exploitable, c'est des sables bitumineux, a construit un schéma alternatif anti-Occident qui s'est renforcé tout au long de ces dernières années. Pourquoi ? Parce que Nicolas Maduro se réfugie derrière ce discours idéologique pour mieux justifier le fait qu'il reste au pouvoir malgré des élections qui sont apparues l'année dernière volées. Ces dernières semaines, la situation s'est en effet tendue. Tout d'abord, Nicolas Maduro a vu sa tête mise à prix. 50 millions. 50 millions pour celle qui permettra son arrestation. Pourquoi son arrestation ? Parce que les États-Unis l'accusent, preuve à l'appui, d'être à la tête du cartel des soleils, le cartel de los soles. Il est donc qualifié de narcoterroriste. Exactement. Et c'est d'ailleurs un mot qui a été utilisé, un qualificatif, dès le début du mandat de Donald Trump. Nicolas Maduro est considéré par les États-Unis comme un, entre guillemets, narco-terroriste. Ce qui enlève évidemment toute légitimité politique. D'ailleurs, cette légitimité politique a été remise en question. L'année dernière, il y a eu des élections présidentielles au Venezuela. 3e mandat pour Nicolas Maduro, qui n'a jamais présenté les actes électoraux, qui a assuré le fait de se maintenir au pouvoir. Il procède d'ailleurs en ce moment à une réforme de la Constitution. Sans doute a-t-il en tête le fait de vouloir rester président à vie. Donc, il y a véritablement une détermination. Pourquoi ? Parce que depuis la période de la Covid, le narcotrafic en Amérique latine, il a explosé. Nous parlons de sommes et de quantités énormes. 1500 milliards de dollars issus du trafic de cocaïne depuis 2020.
Aujourd'hui, le Venezuela, ce sont 200 tonnes de cocaïne, c'est 40% du marché de la cocaïne produit en Amérique latine qui transite donc par ce pays. Donc il y a véritablement un problème. C'est adapté ce dispositif américain, ce dispositif militaire américain, est-ce qu'il est adapté pour s'attaquer? On comprend qu'il y a un sujet qui est réel, mais c'est pas un sujet qui est neuf, c'est un sujet auquel s'attaquent les États-Unis depuis les années 80. On peut d'ailleurs se demander s'il n'y a pas des parallèles à faire entre ce qui avait été mis en place dans les années 80 et ce que fait aujourd'hui Donald Trump. Oui, alors je crois que c'est un dispositif qui est adapté à des frappes. Moi, j'ai le sentiment, je reviens d'Amérique latine, j'ai fait une tournée dans la région, j'ai vu et entendu beaucoup de choses. Moi, je crois que les États-Unis vont frapper, cible des groupes, des endroits, des structures liées au narco qui sont clairement identifiées. On l'a vu lors de l'attaque de ce bateau dans les eaux territoriales qui a été détruit et avec 11 membres supposés donc narcotrafiquants à bord. Donc je pense qu'il va y avoir des frappes. Mais des frappes sur un territoire, là on était en mer, des frappes sur un territoire, c'est une déclaration de guerre, même si on frappe des narcotrafiquants, c'est une déclaration de guerre. Contre le narcotrafique. Les États-Unis contre un État, en guerre, contre Nicolas Maduro contre et son pays. Narco, parce que même si c'est pas un État légalement, un président légalement élu sans contestation, oui, on frappe un État. On frappe, en tout cas, dans un territoire, sur des cibles qui représentent un danger immédiat pour la sécurité des États-Unis. Ce que je dis, ce sont les termes officiels utilisés par l'administration américaine. Et ce danger immédiat pour la sécurité et la paix pour les États-Unis, c'est un danger immédiat dans la région latino-américaine. Alors justement, est-ce qu'il va s'arrêter au Venezuela? On peut se demander si la Colombie n'est pas la prochaine étape, même si la Colombie, en théorie, est un pays allié qui travaille avec les États-Unis dans la lutte contre la drogue. Absolument, vous avez raison de parler de la Colombie. Ceci étant, la réalité politique n'est pas la même. Kounye, yon lot analyse, yon lot perspektive tout, depuis 25 juillet 2025, États-Unis mette plusieurs nouveaux groupes sous liste organisation terroriste mondiale. Ça ouvre porte pour intervention militaire vin paraître comme yon action légale. Parmi groupe yo, gen cartel de los Soles, yon réseau trompe accusé Maduro comme chef li. Christophe Ventura, spécialiste Amérique latine pour Institut Relations Internationales ak Stratégique, Iris Abano analyse pal. Le pas arrive vite pour que cette lutte anti-drogue, d'une certaine manière, permette aux États-Unis de chercher à légitimer des actions, voire des interventions pour éliminer, que ce soit physiquement ou que ce soit politiquement, leurs adversaires, surtout quand ceux-là, comme M. Maduro, sont donc d'un seul coup propulsés comme des chefs de cartel de narco-État, puisque désormais le Venezuela est un narco-État pour l'administration américaine, et donc tout se tient pour pouvoir justifier, légitimer une opération de type militaire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est pour cela que l'opération, elle est anti-drogue pour les Américains. Mais le 2 septembre, eh bien, cette opération anti-drogue a eu un nouveau développement puisque un missile américain a pulvérisé un bateau. Donc les États-Unis expliquent qu'il y avait 11 personnes qui transportaient de la drogue vers les États-Unis. Il faut peut-être dire à cet endroit que bien sûr le Venezuela est une voie de passage importante du trafic de drogue, de cocaïne en particulier, que ça passe par la Caraïbe, beaucoup par les îles qui sont au large du Venezuela, puis par la Jamaïque. Une partie va aux États-Unis, une partie va vers l'Europe, mais le Venezuela et cette zone Caraïbe n'est pas la plateforme la plus importante en matière d'exportation des drogues depuis l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup plus de trafic, si je puis dire, et de flux qui partent de l'Équateur, par exemple, de la zone Pacifique, ou par l'Amérique centrale via le Mexique, que par le Venezuela et la zone Caraïbe, même si c'est le cas, mais c'est pourtant là que les Américains ont choisi de dépêcher donc des bateaux, etc., etc. Et bien sûr, ils ont expliqué que ce bateau appartenait au cartel du Tren de Aragua,
dont M. Trump a aussi annoncé que M. Maduro était également le chef. Bon, tout ça pour comprendre un petit peu comment se construit, parce que c'est une construction, eh bien, la désignation d'un adversaire, en fait, qu'il s'agit de faire passer pour un adversaire d'abord local, puis régional, et puis porteur d'une menace globale. Le narcotrafic est un véhicule parfait pour faire tout cela, peut-être dans le but de légitimer et de justifier autre chose à venir sur le Venezuela. Personne ne peut le dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, il est clair que la tension est montée. Alors, les forces militaires américaines sur place ne permettraient pas, a priori, d'envahir et d'occuper le Venezuela. Il y a 9000 soldats, peut-être un peu moins, entre 6 et 9000. Il y a eu des épisodes dans l'histoire américaine, déjà sur lesquels on peut se référer. En 1983, les États-Unis ont envahi l'île de Grenade, qui est justement pas très loin du Venezuela. 7000 ou 8000 hommes avaient fait tomber un gouvernement hostile aux États-Unis sur place. Ça avait suffi. Au Panama, en 1989, l'opération a été renouvelée pour mettre en dehors du pouvoir l'ancien allié narcotrafiquant, pour le coup, Monsieur Noriega, en 89. 30 000 hommes avaient été nécessaires dans cette opération. Donc, avec les forces qu'il y a actuellement à Caraïbes, bien sûr, les Américains peuvent engager un rapport de force favorable pour eux militairement contre le Venezuela. Il y a des missiles, etc., etc. Mais a priori, ça ne suffit pas pour envahir et occuper un pays. Par contre, ça peut faire plusieurs choses. Ça peut faire un blocus naval, maritime sur le Venezuela. On peut empêcher de sortir tout ce qu'on veut du Venezuela et d'y faire entrer tout ce qu'on veut. Or, le Venezuela importe l'essentiel de ce qu'il consomme et ce qu'il produit, le peu qu'il produit, c'est exclusivement du pétrole qui part justement par les bateaux pour aller essentiellement en Chine. Donc, les Américains peuvent utiliser leurs forces présentes pour mettre en place un blocus maritime contre le Venezuela. Ils peuvent aussi, avec ça, intervenir si dégradation de la situation intervenait à la frontière entre le Venezuela et le Guyana. On en a déjà parlé, je n'ai pas le temps de développer, mais là aussi, le Guyana peut intervenir comme un élément, disons, d'excitation, en quelque sorte, des conflits et de la pression contre le Venezuela, et tout ça pourrait permettre que les Américains puissent, le cas échéant, appuyer, intervenir ou faire d'autres opérations militaires qui susciteraient ou qui appuieraient une révolte intérieure au Venezuela. Alors évidemment, ça voudrait dire dans ce cas-là un scénario où, c'est probablement ce que peut-être essayent de tester les Américains, qu'il y ait une défection en fait d'une partie des forces armées au Venezuela qui dirigent le pays avec M. Maduro pour lâcher en fait le président Maduro et peut-être ouvrir une transition incertaine. C'est probablement ce qu'espère l'opposition la plus radicale à M. Maduro. Je pense à Maria Corina Machado, qui elle applaudit les événements dont on vient de parler et qui certainement donne des éléments à l'administration Trump et en particulier à M. Rubio, le secrétaire d'État, pour penser que ce scénario est possible. Il faudra le vérifier, mais pour l'instant, on n'en voit pas le début. L'armée semble solide autour du président Maduro, jusqu'à présent en tout cas, et ce dernier a mis en place une réaction qui passe par le déploiement de 4,5 millions, là aussi ce sont des chiffres officiels, de miliciens dans tout le pays pour couvrir le pays et le cas échéant se défendre. Il a dit que si les Américains attaquaient d'une manière ou d'une autre, la République serait en armes et qu'il déclarerait le pays en état de lutte armée. Alors évidemment, les conséquences seraient bien différentes de ce qui s'est passé à Grenade en 83 ou même au Panama en 89. Le Venezuela, c'est un pays de 25 millions d'habitants, c'est un pays avec une armée plutôt bien armée, avec des millions d'hommes. C'est un pays très polarisé où très rapidement on pourrait imaginer ça une guerre civile avec une bombe à déflagration migratoire, par exemple, dans la région. Les guérillas qui passent entre la Colombie et le Venezuela en permanence et les groupes dissidents des guérillas, on imagine très rapidement l'incendie, si je puis dire, que pourrait déclencher une intervention américaine dans ce pays avec, encore une fois, des perspectives totalement incontrôlables, à commencer pour Washington. L'autre analyse, c'est journal Le Devoir au Canada qui dit que président vénézuélien Nicolás Maduro a tiré avantage politique dans tension qui gagne kounia entre Venezuela avec États-Unis. Il continue présenter crise économique pays comme résultat de la guerre économique que États-Unis a mené contre lui. Analyse fait connaître une situation qui a servi comme prétexte pour plus gros contrôle sécurité et puis pour arrestation opposant dans Venezuela. Dans Washington, quelques experts rappelaient que si Donald Trump était vraiment voulu changer régime qui dans Caracas la Kounia, l'État choisi une option secrète
fait connaître que malgré embargo Chevron qui c'est compagnie américaine li recevoir autorisation pour continuer exploiter pétrole dans Venezuela. Eh bien, pour analyste objectif là, c'est créer un momentum pour relancer opposition dans Venezuela pendant que dossier vénézuélien lui-même retournait comme un sujet central dans Maison Blanche, Washington. Et puis l'autre sujet nous t'ai annoncé qui c'est un point chaud dans l'actualité mondiale là, c'est la Chine qui a accueilli gros sommet Organisation Coopération Shanghai OCS là. Poutine, Xi ak Modi mettaient ensemble pour dénoncer domination occidentale pendant tension sous la guerre Ukraine continuait monter. Leader Organisation Coopération Shanghai était réuni dans ville Tianjin 1er septembre là, organisation en Grenade, la Chine, la Russie, l'Inde, Pakistan, Iran, avec plusieurs anciens républiques soviétiques. Message principal la clé, yo critiquer domination pays occidental, surtout États-Unis avec Europe. Et puis, yo défendre un monde multipolaire avec une autre façon pour gérer les affaires internationales. Xi Jinping, qui c'est président de la Chine, l'idée dénoncer ça les mentalité guerre froide avec zac intimidation pendant que li mandé une gouvernance mondiale qui pille juste. Vladimir Poutine, c'est président la Russie en lui-même, il profitait occasion pour montrer que la Russie pas isolée, Jean-Mon Koué. Elle continuait justifier la guerre dans Ukraine comme réponse contre ça les coups d'État avec effort pour rallier Ukraine dans OTAN. Un signe unité Poutine avec Premier ministre indien Narendra Modi te paraît ensemble pour saluer Xi Jinping. L'Inde toujours a acheté pétrole russe malgré pression Washington et malgré l'imandé quand même que la guerre dans Ukraine finit. Sommet Shanghai là, li montré toute force diplomatique et militaire la Chine jeudi avec un gros défilé militaire dans Pékin pour marquer 80 ans finissement Deuxième Guerre mondiale. Question qui Jean l'Ouest là, qui Jean l'Occident, surtout Europe, a positionné tête li l'an nouveau balance mondiale qui paraît là, un nouveau balance mondiale qui a prend forme en bas genou là. Analyse Pascal Boniface, spécialiste question géopolitique. Le message qu'envoient tous ces événements, c'est que le monde n'est plus dominé par les Occidentaux, c'en est une preuve supplémentaire. Lors, en fait, de l'immense défilé militaire, la Chine comme la Russie voudront montrer que le récit autour de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la victoire sur le nazisme, eh bien, il peut être réécrit aussi. 9 mai, Xi Jinping s'était rendu à Moscou pour le défilé de la victoire, de la fin de la guerre. Et là, en fait, Poutine lui rend la politesse et les Chinois comme les Russes veulent signifier au reste du monde que la victoire sur le nazisme et sur le japonais n'était pas uniquement une affaire occidentale, mais qu'ils y ont également largement contribué. Si le Premier ministre indien Narendra Modi n'assistera pas au défilé militaire, il était difficile pour lui d'assister à un défilé militaire qui met en avant les armes qui aident le Pakistan à résister aux pressions militaires indiennes. En tous les cas, sa venue a montré un très fort rapprochement entre l'Inde et la Chine. Ils se sont eux-mêmes présentés comme étant des partenaires et non plus des rivaux. Et à qui doit-on cela ? Eh bien, à Donald Trump. Parce que le fait de s'afficher si étroitement avec les Pakistanais, comme l'a fait Donald Trump, et surtout le fait de vouloir mettre des tarifs douaniers à 50%, a complètement ulcéré Narendra Modi et toute la population indienne. Biden avait voulu attirer l'Inde pour faire une vaste coalition anti-chinoise. Donald Trump, lui, pousse l'Inde dans les bras de la Chine. En fait, on peut dire qu'il a fallu une vingtaine d'années, à partir du milieu des années 90, pour que 3 présidents américains, Clinton, Bush et Obama, poussent la Russie dans les bras de la Chine. Il n'aura fallu que quelques mois pour que Donald Trump parvienne au même résultat. Alors bien sûr, ce n'est pas une alliance en tant que telle, mais on voit bien ce bloc
Russie, Inde, Chine, qui constitue à la fois un élément militaire important, un élément démographique important et aussi un élément économique important, on voit bien que, au-delà de leurs divergences, et on ne peut pas comparer la relation qu'il y a entre la Russie et la Chine, qui est plus étroite, que la relation, disons, renaissante entre l'Inde et la Chine, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils veulent travailler ensemble pour ne pas dépendre du monde occidental, pour que ce ne soit pas les Occidentaux qui fixent les règles de conduite sur le plan international, et surtout pour que les Occidentaux ne prennent pas de sanctions. Le terme de sanctions que les Occidentaux mettent en avant sur la Russie et sur d'autres aussi, c'est quelque chose qui est complètement refusé par l'ensemble des pays qui ne sont pas occidentaux, parce que ça a toujours été l'arme de la domination occidentale et que c'est intimement lié avec la domination occidentale du monde. Donc les sanctions, c'est un rejet massif de la part de ces pays, et donc ils vont effectivement coopérer ensemble pour faire en sorte qu'une sorte de nouvel ordre mondial puisse se mettre en place, qui soit un nouvel ordre mondial qui ne soit plus dicté par les Occidentaux. Le secrétaire général des Nations Unies est venu, et à ce sommet de l'OCS, et en fait, on voit bien qu'au moment où les États-Unis mettent en cause les Nations Unies et viennent de refuser les visas pour Mahmoud Abbas et la délégation palestinienne pour qu'elle ne se rende pas à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est hébergée à New York, sur le territoire américain, la Chine se présente au contraire comme un partenaire fiable, comme un pays sûr pour les Nations Unies, pour un pays pacifique. Et en fait, le message que veulent faire passer aussi bien l'Inde, la Russie que la Chine, c'est qu'eux ne se mêlent pas les affaires des autres, qu'ils ne donnent pas des leçons aux autres et que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il faut remarquer que Erdogan est venu, qu'il y avait quand même 20 chefs d'État et de gouvernement et que donc ça a été un triomphe pour Xi Jinping, qui profite finalement de la brutalité américaine, de l'hostilité que les États-Unis suscitent pour rallier autour de lui les pays qui ne veulent pas obéir aux normes américaines et qui voient dans la Chine une alternative pour ne pas être enfermé dans un tête-à-tête étouffant avec les États-Unis. Alors bien sûr, au défilé militaire, il y aura, outre Poutine et Xi Jinping, les chefs d'État de Birmanie, de Biélorussie et de la Corée du Nord. Ce sont donc des assemblées de dictateurs. Mais si effectivement, au défilé militaire, il y a surtout des représentants de régimes autoritaires ou de dictatures, il ne faut pas oublier que dans cet élan général autour plus ou moins de la Chine, eh bien, pour mettre en cause le fait que le seul les Occidentaux puissent déterminer les règles internationales, il y a aussi des pays comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, qui eux aussi ont des relations extrêmement houleuses avec les États-Unis de Trump et qui ne veulent pas accepter les conditions draconiennes que Trump veut leur imposer. On voit donc que le monde non-occidental coopère de plus en plus, alors que le monde occidental est, lui, en difficulté. Du fait de la brutalité de Trump avec ses alliés, du fait qu'il considère que l'Union européenne est un ennemi pour des raisons commerciales et économiques, et du fait qu'il remet en cause l'existence même de l'OTAN et de son article 5. Mais les pays européens sont coincés, sont bloqués. Ils ont tellement peur d'être abandonnés par les États-Unis face à la menace russe et l'agression en Ukraine, eh bien qu'ils sont prêts à céder beaucoup à Trump. Ils ont cédé sur le montant des dépenses militaires lors du sommet de l'OTAN. Ils ont cédé sur l'accord commercial que Mme von der Leyen est venue négocier dans la propriété privée de Donald Trump, située en dehors du pays, du territoire de l'Union européenne, puisque c'était en Écosse. Et ils ont également accepté, donc cédé, à ce que les Américains cessent d'aider l'Ukraine et que s'il y avait des livraisons de matériel militaire américain à l'issue de l'Ukraine, elles soient payées par les pays européens. Et en fait, l'Europe est un peu prise en sandwich. La peur que Poutine leur inspire les pousse à accepter beaucoup trop de la part de Donald Trump, et finalement, Trump bénéficie de la peur que Poutine exerce sur les pays européens. Et c'est un piège absolu dont il faut sortir avec, pour enjeu majeur, ne pas accepter le démantèlement de la réglementation sur les géants numériques que l'Union européenne a mis en place et qui est attaquée par les géants du numérique américain, bien sûr, aidés par Donald Trump. Et donc on a à la fois un monde occidental qui est en crise, qui est d'autant plus en crise que leur thématique habituelle sur les valeurs, eh bien, elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre et à clamer aujourd'hui. Parce que Donald Trump n'y adhère pas du tout, et qu'il ne fait pas du tout l'éloge des démocraties, et que lui, ça ne lui plaît pas du tout, et encore moins l'éloge du multilatéralisme et du respect du droit international, mais également parce que les pays européens, qui continuent à le faire, sont pris en contradiction vis-à-vis de leur inaction par rapport à ce qui se passe à Gaza. Bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. Source notée consultée pour magazine, ça, c'est La Presse, Le Devoir, Deutsche Welle, France 24, et puis
Iris International. Merci pour attention nous. Continuez et suivez nous sous 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça tout le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non.